4 bâtiments sont arrivés aujourd'hui d'Europe. Ils million les 66e et avaient quitté l'Angleterre avant le départ du feuilleton qui a mené le nouveau gouverneur, Sir Hudson Lowe. Après le dîner, l'empereur nous a raconté fort plaisamment le dire du plus vieux soldat du 53e qu'il a vu hier pour la première fois était retourné à ses camarades en leur disant « On m'avait bien trompé, on m'avait assuré que Napoléon était si vieux, mais il n'en est rien. Le bœuf a encore au moins 60 compagnes dans le corps. » Nous étions jaloux de ce propos, il était trop français. Nous le réclamons peu de nos grenadiers et nous lui avons raconté un grand nombre de bons mots de nos soldats durant son absence. À l'heure de ce retour, il en a été fort amusé. Bien, c'est lui surtout qui l'a fait beaucoup rire, a été la réponse d'un grenadier à Lyon. On y passait une grande revue lors du débarquement de l'île d'Elbe. Le chef observait aux soldats qu'ils étaient bien vêtus, bien nourris, que leur solde était à jour. À quoi les grenadiers auxquels il s'adressait répondaient à chaque observation « Oui, assurément ». Eh bien, conclut le chef d'un air confiant et proscripteur. Vous n'étiez pas de la sorte avec Bonaparte. Il y avait de l'arrière. On vous devait. Et qu'est-ce que cela fait, repartit vivement le grenadier. S'il nous plaisait de lui faire crédit. 20 ions. L'empereur m'a fait demander au jardin sur les 4 plus vieux d'interprète. Un capitaine Hamilton, commandant la frégate de la Havane, parti le lendemain pour l'Europe, il était venu prendre congé de l'empereur avec tous ses officiers. Le capitaine Hamilton parlait français. Quand je suis arrivé, l'empereur s'exprimait avec chaleur. « On veut savoir ce que je désire, disait-il. Je demande ma liberté ou un bureau. Rapportez ces paroles à votre prince régent. Je ne demande plus de nouvelles de mon fils, puisqu'on a eu la barbarie de laisser mes premières demandes sans réponse. Je n'étais point votre prisonnier. Les sauvages, où sont eux plus d'égards, peu. Ma pétition, vous, ministres, ont indignement violé en moi les droits sacrés de l'hospitalité. Ils ont entaché votre nation, puis je vais. Le capitaine Hamilton s'étant hasardé de répondre que l'empereur n'était pas prisonnier de l'Angleterre seule, mais de tous les alliés. L'empereur a répondu avec chaleur. Je ne me suis point livré à la Russie. Elle me bien reçu sans doute. Je ne me suis point livré à l'Autriche. J'en aurais été également bien traité, mais je me suis livré librement et de mon choix à l'Angleterre, parce que je croyais à ses lois, à ses morales publiques. Je me suis cruellement trompé. Toutefois, il est un ciel vengeur et tôt ou tard, vous poserez les peines d'un attendant que les hommes vous reprochons déjà. Redites tout cela au prince Légion. Monsieur et compagnon ces dernières paroles d'un geste de la main. Il les congédia. Nous avons continué de promener quelque temps encore. Le grand maréchal qui avait accompagné quelques pas, monsieur Hamilton, étant revenu, nous avons cru devoir le laisser seul avec l'empereur, mais à peine rentré dans ma chambre, il m'a fait appeler. Il était seul dans la sienne et m'a demandé si je ne m'étais pas assez retiré dans la journée. Je lui ai dit que le respect seul et la discrétion m'avaient ôté de près de lui. À quoi il m'a répondu que c'était à tort, qu'il n'y avait ici rien de mystérieux ni de secret. Et puis a-t-il ajouté une certaine liberté, un certain abandon
ont bien aussi leur charme. Ces paroles, découlées négligemment de la bouche de Napoléon, pouvant servir à la peindre plus que beaucoup de pages. Nous avons alors parcouru une publication anglaise renfermant les pièces officielles trouvées dans les portefeuilles qui lui a été enlevées à Waterloo. L'empereur étonné lui-même de tous les autres qui donnaient presque à la fois des détails sans nombre qui dirigeaient tout. Les points de l'Empire a dit cette publication après tout ne saurait me faire du mal. Elle fera dire à bien des gens que ce qu'elle contient n'est pas d'un homme qui dormait. On me comparera au légitime. Je n'y perdrai pas. Après le dîner, l'empereur a causé longtemps des sujets rompus. En parlant de ses ambassadeurs, il a trouvé que M. de Narbonne était la seule qui eût bien mérité de ce titre et rempli vraiment cette fonction. Et cela, disait-il, par l'avantage personnel, non seulement de son esprit, mais bien plus encore par celui de ses mœurs autrefois, de ses manières, de son humble cœur. Tant qu'on n'a qu'à prescrire, la première venue suffit. Tout est bon. Peut-être même les décrans est-il préférable. Mais dès qu'on est réduit à négocier, c'est autre chose. Alors, à la vieille aristocratie des goûts de l'Europe, on ne doit plus présenter que des éléments de cette même aristocratie, car elle aussi est une espèce de maçonnerie, une auto, un Andréatie. Entreront-ils dans les salons de Vienne aussitôt les épanchements de l'opinion se tairont. Les habitudes demeurent, ce seront ce sont des intrus, des profanes, les mystères doivent être interrompus, et c'est le contraire pour une Narbonne, parce qu'il y a affinité, sympathie, identité. Et telle femme de la vieille roche livrera peut-être sa personne à une plébéienne, qu'elle ne lui découvrira pas les secrets de l'aristocratie. L'empereur aimait beaucoup M. de Narbonne, ici était fort attaché, et le regretta vivement. Il ne l'avait fait son aide de camp que parce que Marie-Louise, disait-il, par une intrigue de son entourage, l'avait refusé pour chevalier d'honneur, poste qui était tout à fait son lot. Disait Napoléon, jusque son ambassade, rebutait-il. Nous avions été dupes des Autriche. Au moins de 15 jours, M. de Narbonne eut tout pénétré et M. de Metternich se trouva fort gêné de cette nomination. Toutefois, observez l'empereur, ce que peut faire la fatalité, les succès même de M. de Narbonne m'ont perdu peut-être. Ses talents m'ont été du moins bien plus nuisibles qu'utiles. L'Autriche, se croyant deviner, jeta le masque. Elle précipita ses mesures avec moins de pénétration de notre part. Elle mit plus de réserve, plus de lenteur. Elle prolongé quelque temps encore cette indécision naturelle et durant cet temps et d'autres chances pouvions se lever. Quelqu'un ayant parlé des ambassades de Dresde et de Berlin et penchant à blâmer nos agents diplomatiques dans ces cours lors de la crise du retour de Moscou. L'empereur a répondu que les vices, à cet instant, avaient point été dans les personnes, mais bien dans les choses que chacun avait pu voir d'un coup d'œil, ce qui pouvait arriver, qu'il lui n'en avait pas été la dupe une minute, que s'il n'avait pas ramené l'armée lui-même à Vilna et en Allemagne, ce n'avait été que par la crainte de ne pouvoir gagner la France de sa personne. Il avait voulu remédier, disait-il, à ce péril imminent par l'audace
et de la rapidité en traversant toute la Germanie, seul et vite. Toutefois, il s'était vu à l'instant d'être retenu en Silésie. Misérieusement, disait-il, les Prussiens passeront à se consulter le moment qu'ils ont dû employer à agir. Ils feront comme les Saxons puis Charles XII, qui disait gaiement à sa sortie de Dresde dans une occasion semblable. Vous verrez qu'ils délibéreront demain s'ils auraient bien fait de m'arrêter aujourd'hui. L'empereur, avant dîner, m'a fait appeler dans son cabinet pour faire quelques thèmes anglais. Il venait, me disait-il, de faire son compte de toilette et lui coûtait 4 Napoléons, pas moi. Nous avons beaucoup ri de l'immensité du budget. Il me parlait de faire venir ses vêtements, ses souliers, ses bottes de ces ouvriers ordinaires qui avaient ces mesures. J'y trouvais des graves inconvénients, mais ce qui devait nous mettre d'accord, lui disais-je, c'est que bien certainement on ne le permettrait pas. Il est dur pourtant, observait-il, de me trouver sans argent et je veux régulariser quelque chose à cet égard aussi dès que la ville qui doit fixer notre situation ici nous sera notifiée. Je m'arrangerai pour avoir un crédit annuel de 7 ou 8 000 Napoléons sur Eugène. Il ne serait si refusé de moi à plus de 40 millions peut-être, et puis ce serait faire un jeu à ses sentiments personnels. Que d'en douter. D'ailleurs, nous avons des grands comptes à régler ensemble. Je suis sûre que si je vais charger une commission de mes conseillers d'État ou un rapport à ce sujet et me présenter d'une reprise sur lui de 10 ou 2 millions au moins à dîner, l'empereur nous a questionné sur ce qui était nécessaire, disait-il, pour un garçon dans une capitale de l'Europe, ou pour un ménage raisonnable, ou enfin pour un ménage de luxe. Il aime ces questions et ses calculs et les traite avec une grande sagacité et des détails toujours curieux.